Bonsoir. Eh bien, ce soir, nous vous accueillons dans une émission un peu spéciale. C'est pas une émission comme tous les jours, ou comme toutes les semaines, ou comme tous les mois, comme on a l'habitude. C'est une émission qui vient d'une idée spéciale, elle aussi, mais une idée tellement à propos. Une idée conçue par nos camarades de l'Espace des Luttes, dont vous avez ici deux têtes pensantes. Daniel Simonet, d'une part, et Philippe Juravert, d'autre part. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, et merci beaucoup d'être venus et de m'avoir sollicité pour qu'on organise ces deux plateaux successifs, là, avec des courageux qui sont là et qui vont travailler avec nous et avec vous à cette idée qui est de construire des mobilisations parce que ça suffit, quoi. Hein, ça suffit, on n'en peut plus. Et donc, on s'est dit, vous vous êtes dit, qu'il fallait marquer le coup, parce que des coups, on en reçoit chaque jour, et que maintenant, il faut les rendre. Donc, l'idée, c'est une émission pour construire des convergences de lutte. Vous allez nous expliquer ça, avec un mot d'ordre, Macron, 1 an, ça suffit. En même temps que je vous écoutais, à vous, Anusson, s'agissant de la manière dont les métiers sont dévalorisés finalement, y compris par la manière dont on structure une entreprise, ou on la déstructure. C'est plus ça actuellement qui se passe. Qu'est-ce qui se passe chez vous Déjà, dans un premier temps, je voulais remercier l'Espace des Luttes et la France Insoumise de nous laisser exprimer effectivement ce sujet, parce que ce que ressentent mes camarades dans le secteur public, on vit la même chose. Et il y a plus d'omerta dessus parce que l'État a moins de regard, tout simplement. Mais on vit les mêmes réalités. Et là, vous parlez d'entreprises privées. Privées, voilà. C'est-à-dire que les mots qu'ils ont employés, c'est des mots où je peux me retrouver, où mes collègues peuvent se retrouver. Donc oui, effectivement, je suis totalement déjà solidaire avec les combats qu'ils mènent, parce que j'ai l'impression de me retrouver dans les combats. Moi, effectivement, je travaille donc à Mobipel, une filiale de Free, depuis 6 ans en tant que conseiller. Donc je réponds aux abonnés pour la Freebox. Pour les Freebox, tout à fait. Ouais. Et c'est ce qu'il disait, c'est qu'à la base, moi, j'aimais bien la relation client à la base. C'est pour aider l'autre, tout simplement. Oui. Et après, j'avais vu que le revers de la médaille, malheureusement, c'était les conditions de travail qui étaient instaurées dans ce qu'ils appellent les centres d'appel. C'est vraiment, effectivement, un métier qui est très peu connu. On en a tous côtoyé un dans sa vie quand on appelle ces fameux centres d'appel. On en connaît un, hein, il est député de la France Insoumise, il s'appelle Adrien Quatennens. Il était dans un call center. Hein. Voilà, c'est effectivement. Et on en est très fiers. Voilà, et donc du coup, c'est un métier que je souhaite valoriser, effectivement, parce que, comme vous l'avez dit, il est très souvent dévalorisé. Et du coup, derrière tout ce que je dis, il y a effectivement une omerta sur un gros mot pour le gouvernement actuel, et même pour la mise du travail, c'est le mot souffrance au travail. Alors c'est vrai que ce mot-là, il fait peur déjà, puisqu'on parle de souffrance, hein, donc c'est un terme qui est fort, et il peut revêtir beaucoup d'aspects. Moi personnellement, pendant 6 ans, j'ai mangé des coups et j'en ai beaucoup mangé, hein, parce qu'on a essayé de me licencier et beaucoup d'autres choses. Et c'est de la pression, c'est toutes les formes de souffrance se caractérisent dans ce que j'ai vécu. Mais comme le disait tout à l'heure la camarade, quand j'ai subi ces pressions, c'était pour porter la voix des salariés. Donc je ne le faisais pas pour moi, pour mon confort personnel. Je le faisais parce que je considérais qu'en tant que représentant du personnel, je constatais des situations de salariés qui étaient en souffrance, mais comme de l'épuisement professionnel, du pétage de plomb, du harcèlement. Enfin, vraiment, j'ai connu tout type de souffrance. Et effectivement, on parlait beaucoup tout à l'heure des stratégies d'entreprise qui amènent à baisser les coûts, à faire ce qui s'appelle un peu social déguisé, quelque chose que moi j'ai toujours aussi dénoncé chez nous, parce que pour votre information, en 3 ans, l'entreprise, Mobipel a licencié pour faute grave 266 salariés. On était 700, on est passé à 266 maintenant. Donc on a baissé 60% des effectifs, sans que ce soit le comité d'entreprise soit consulté pour qu'on puisse trouver des solutions, ou même que l'État puisse intervenir, alors que c'est pas faute. Nous, en
tant que représentant du personnel, d'avoir alerté sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, il y a moins de contrôle. Et puis, on est sur des boîtes qui sont quand même cotées en bourse, c'est Free, c'est les télécommunications, donc c'est un service d'utilité publique comme peut être les EHPAD ou les cheminots. Donc, la problématique, c'est que les télécommunications, c'est un service, c'est comme l'eau, l'électricité maintenant, hein, on va pas, voilà, mais ça reste quand même des entreprises privées qui se partagent le marché. Il y en a 4. Voilà. Moi, je suis allé chez le Tribunion des télécoms, mais c'est aussi le Tribunion des droits sociaux. Le quoi ? Les Tribunions, c'est celui qui casse les codes, qui arrive comme ça et qui dit moi, vous oui, allez voir le ce que vous Tribunion. êtes. C'est moi qui dis mal, voilà. Oui, non. Et donc moi, on a dû vous voir d'un très mauvais œil. Mais comment vous êtes encore dans la boîte alors ? C'est grâce aux convictions, c'est grâce au fait que effectivement, moi je pars toujours du principe qu'avant d'être représentant du personnel, avant même d'être salarié, je suis un citoyen français. Qui a pas connu les luttes sociales de mes parents, qui a pas connu mai 68, qui a connu un petit peu CPE, etc., mais qui a toujours considéré, qui a toujours considéré que chaque petite lutte est importante pour que les acquis sociaux ne se perdent pas. Et fondamentalement, moi en 6 ans, j'en ai vu des travails des salariés. Chez Mobilier, il y a 2800 salariés qui sont passés, donc j'en ai vu, j'en ai représenté pas mal, et j'ai vu des situations personnelles mais catastrophique. Faut savoir que chez Mobilpay, mais c'est aussi dans le groupe, et ça c'est le recul que je peux avoir après 6 ans, c'est qu'on est encore sur des méthodes de lean management, littéralement du management par la terreur. Alors qu'est-ce que ça permet ? Ça permet la productivité à tout va d'un collaborateur, donc fait plus pour moins. Ça permet de malléabiliser le collaborateur, c'est-à-dire je peux te en faire ce que je veux. Ça permet également de te faire comprendre, c'est toi qui es redevable, limite. Voilà. Donc ça permet beaucoup de choses, le management par la terre. Et puis surtout, évidemment, lorsque le collaborateur, on l'a épuisé comme un Kleenex, et de s'en débarrasser très facilement parce qu'il est épuisé. Donc ça, c'est ce que je vis encore actuellement. Et du coup, des gens qui ont fait des pétages de plomb, des gens qui ont divorcé à cause de leur travail, des gens qui n'ont pas pu faire des prêts, des gens qui ont abandonné des prêts, des gens qui prennent des médicaments pour s'endormir. Voilà, c'est comme le disait Monsieur Nel lui-même sur un journal en 2016, il estime que les centres d'appel, c'est les ouvriers du XXIe siècle. Et pour l'avoir vu de l'intérieur et de le vivre encore actuellement, quand je vois mes collègues, effectivement, on est des ouvriers du XXIe siècle et les acquis sociaux qu'on a pu tous avoir, qui parfois découlent du secteur public qu'on a pu avoir sur le secteur privé, ils s'amenuisent. Il s'amuse fortement. Oui, Philippe, tu voulais intervenir. Je vais intervenir justement sur une chose que tu as dit. On a beaucoup parlé ces derniers temps de rupture conventionnelle collective. Oui. Et là, tu as parlé de licenciements abusifs. Oui. On sait que c'est par centaines et non justifiés, ces licenciements. Oui, abusifs. alors c'est important. C'est vrai que c'était le deuxième aspect, parce qu'on pourrait se dire, bon, il y a 300 licenciements, il y en a 266 pour faute grave, donc ni avis, ni indemnité, ni préavis. C'est le principe même. Donc Free a pu économiser au moins 1 million d'euros en préavis, juste ça, ça c'est juste le préavis. Donc je pense que j'ai pas besoin d'expliquer à tout le monde que ceux qui vont au prud'homme c'est très peu. Donc c'est très très rentable, le ratio il est pharaonique. C'est-à-dire qu'en fait ils tentent le coup parce qu'ils savent que mais clairement, mais c'est l'un dans l'autre ils s'y retrouvent. Mais vous avez des anciens on va dire hauts cadres qui après avoir on va dire fait vœu de repentance en ayant pratiqué eux-mêmes ces politiques là, nous disent clairement voilà, nous on te dit comment ça fonctionne. Et oui, je sais pas si vous avez vu, il y avait, c'est juste une petite aparté, au mai 2016, il y a Politis qui avait sorti une grande enquête et ils avaient pu avoir en exclusivité ce qui s'appelle le fichier Marco Polo. Alors qu'est-ce que c'était ? C'est un nom de code qu'on donnait à un fichier que les RH se passaient et on mettait le nom de ceux qu'il fallait licencier, ceux qui avaient un dossier, il fallait le construire, celui il était handicapé donc il fallait licencier, lui elle allait être enceinte donc il fallait licencier, lui il vaut mieux faire une transac, enfin on avait ce genre de management. Ça veut dire que chaque coût était mesuré et donc pour répondre à la question, oui, c'est que en plus qu'il y a du licenciement pour faute grave, mais à l'échelle industrielle, parce que c'est industrialisé, en 3 ans de 66, moi je connais pas. Je connais beaucoup de luttes, j'en entends parler, mais 266 en 3 ans sur une entreprise de 700 salariés, sur un groupe comme Free, je ne connais pas. Et c'est vrai que quand on analyse, puisque je suis représentant, donc je connais les dossiers, et individuellement, oui, on est beaucoup sur de la requalification. Moi, quand je vais accompagner des collaborateurs au tribunal, généralement, ce que demande
demande, ce que juge le tribunal, c'est non seulement la nullité du licenciement et la requalification, déjà pas en faute grave, mais en cause réelle et sérieuse. Donc vraiment, ça que l'employeur sait qu'il fait ça volontairement, il le revendique, il sait que le chiffre effectivement est sorti sur un rapport d'experts qui est paru. Il y a quand même à peu près 80 contentieux, c'est pas rien. Contentieux, il y en a qui sont en train d'être jugés actuellement, mais c'est pas rien. Et donc ça veut dire que ça reste quand même plus rentable pour l'employeur. Tout à fait. D'éventuellement être rarement en fait porté devant les prud'hommes et de devoir subir une requalification et payer. Tout à fait. De toute façon, je vais faire un parallèle qui est très simple. Je pense que vous connaissez tous à peu près les prix de Free qui étaient les plus bas. Donc après, moi, je suis l'envers du décor. C'est comment vous faites pour avoir ces prix-là. Et donc, vous passez par licenciement massif pour quelqu'un qui est déjà épuisé, on n'en a plus besoin, donc autant licencier pour faute grave. On ne va pas encore lui donner de la cause RSAE, c'est hors de question. Vous avez ça. Vous avez également le fameux plan social déguisé qui ne dit pas son nom, donc vous économisez, parce qu'il faut rappeler que Monsieur Macron veut que maintenant, lorsqu'il y a un plan social, on ne regarde plus les moyens au groupe, mais au niveau de l'entité. Donc ça veut dire que si l'ordonnance qui est passée, ça veut dire que nous, on ne bénéficierait plus des moyens du groupe Free qui sont faramineux, mais juste de notre entité parmi tant d'autres. Et donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc il y a déjà ça où il y a de l'économie, pas de plan social. Donc il y a quand même des salariés qui ont... La moyenne sur les centres d'appel, c'est 2-3 ans. Mais il y en a quand même qui ont 4-5 ans, donc ça commence à monter. En plus, après, il faut donner une formation, etc. L'employeur, il n'est pas disposé à le faire. Troisième chose, Colombes, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, en Hauts-de-Seine. Et on est sur un vivier d'emploi, un bassin d'emploi, où effectivement, on est sur des quartiers populaire et on est sur une zone on va dire qui est en train de se refaire au niveau de Colombes. Et des informations que j'ai, je sais que Mobipel a bénéficié d'une zone franche, donc pour faire très simple, forcément abattement fiscal, impôts, etc. pour favoriser l'emploi. Donc il y a encore une autre économie. Et donc ça fait déjà 3 économies. Et comme si ça suffisait pas, Monsieur Macron, qui hérite effectivement d'une mesure fiscale en faveur du patronat de Monsieur Hollande, le CICE, faut savoir que nous, je vous donne juste à titre d'exemple, ça va peut-être vous sauter aux yeux. En 2016, les centres d'appel du groupe Free ont eu 4,1 millions. Sur Mobipel, en 2016, on a eu en répartition entre 500 000 et 700 000 euros. Il faut juste m'expliquer comment on peut avoir du CICE pour le compétitivité emploi, maintien de l'emploi, alors qu'on baisse les effectifs de 60% en 3 ans. Il faut m'expliquer. Voilà. Donc voilà, c'est une économie d'échelle. C'est QFD, hein, voilà. Donc je pose vraiment la question et j'en invite vraiment les parlementaires à se saisir de la question. Et je suis vraiment content que... Oui, je sais, c'est pour ça. Je suis vraiment content parce que ça fait... vous savez, quand on travaille avec des collègues, des fois juste de se faire, pas entendre, mais écouter, c'est différent. D'écouter activement le collaborateur quand il vous dit des mots sur sa souffrance, c'est important. Et le fait que Monsieur Ruffin, François, pose de nouveau sur la table le burn-out et tente de le faire reconnaître comme maladie professionnelle, je peux vous assurer pour que ceux qui le vivent, et je l'ai vécu, ça fait chaud au cœur de voir que on lâche pas ce combat parce que le nouveau motif de dépression ou de mal-être d'un salarié sur ces prochaines années au train on va, ça va être la souffrance psychique au travail. Elle est plus tant physique parce qu'on est sur des métiers maintenant, on est sur des bureaux ou quoi que ce soit. Il y a encore des métiers industriels ou manutentionnaires, mais les jeunes générations comme moi vont plutôt aller vers des métiers sur des bureaux, etc. Donc le nouveau mal-être qui fait des ravages, mais insensés, c'est le souffrance au travail. Nous, ce qu'on a fait, la souffrance psychique. Nous, du coup, là, tout à l'heure, avant de venir ici, j'étais justement en CHSCT, ce fameux instance qui est ô combien important et dont Monsieur Macron ne veut plus entendre parler, parce que il a des pouvoirs importants, notamment de faire des expertises pour justement nommer un cabinet d'experts, ce qu'on a fait pour les risques psychosociaux, parce que depuis tout le remous médiatique que vous avez pu voir sur Free, la direction signe et persiste à faire du management par la terreur. C'est-à-dire qu'on a encore des cas de collaborateurs aujourd'hui qui sont obligés de faire des prises d'actes de leur contrat de travail parce que l'employeur ne garantit pas leur sécurité. Ils se font harceler moralement, que ce soit par un supérieur ou par la direction directement. L'employeur ne fait rien. Juste d'un mot, quand je posais la question tout à l'heure, donc on était sur un cas d'un salarié, on était en train d'énumérer les faits de ce que nous on estime comme effectivement ce qui pourrait s'assimiler à du risque psychosocial.
Voilà. L'employeur nous dit, nous ne voyons pas, un peu le cas que tu as dit sur le mimétisme de Laurent Courtois, c'est on minimise des choses, ça n'existe pas. C'est il n'y a ni danger, ni on ne comprend pas pourquoi vous venez nous voir en gros. En gros, que circuler, rien à voir. Voilà, on est sur ces réalités-là. C'est du déni. C'est du déni, mais qui a un objectif simple, c'est que de reconnaître à demi-mot que le burn-out existe, ce qui veut dire qu'il faut déployer des moyens pour l'arrêter, et donc on dépense des moyens. Là, on a voulu forcément en économiser et faire partir les personnes qui étaient plus aptes à travailler correctement. C'est les cheminots, je pense, les hospitaliers aussi. Il y a un ras-le-bol qui se crée un peu partout. Et c'est à tout un chacun de se dire, mais maintenant, ce jour-là, allons tous ensemble dans la rue, cessons le travail dans notre entreprise, parce que beaucoup d'entreprises privées ont cette facilité de pouvoir du jour au lendemain débrayer. Nous, les services publics, nous ne l'avons pas, cette facilité. Nous, on doit prévenir, les organisations syndicales doivent poser un préavis 15 jours avant. À nous seuls. Oui, moi, juste sur la question qui était posée, comment on fait pour se mobiliser. Bah, évidemment, la mobilisation par la rue, moi, j'ai fort espoir sur la convergence des luttes. Je pense qu'elle va vraiment arriver, que ce soit mélange secteur privé, public, tout corps de métier, tout secteur, c'est important. Mais une fois que j'ai dit ça, je pense que déjà ça se construit sur le terrain, ça veut dire sur notre entreprise. Il y a beaucoup de salariés où les méthodes de management consistent à isoler les collaborateurs, les salariés, et leur faire dire que ça, ils ont tous une réalité différente et de ne pas regarder, on baisse la tête. Et je pense que ce qui est important, et moi j'ai toujours dit à mes collègues, c'est que déjà d'une part, vous échangez juste du temps contre de l'argent, donc ça suppose qu'il y a un respect mutuel, et que si l'autre partie, le patron, fait des actions qui portent atteinte à votre dignité, moi je considère qu'il faut arrêter le travail. Donc ce que je veux dire, c'est très simple, c'est rassemblez-vous dans les entreprises, discutez de vos situations via les réseaux sociaux, et très simplement, c'est vraiment important, parce que je le vois, l'employeur a réussi et a compris comment isoler les luttes individuelles. Donc si les luttes deviennent collectives sur un collectif, on se comprend, on se rejoint, et surtout il n'y a pas de tabou et on arrive à avancer ensemble, je peux vous assurer que déjà les patrons ils vont craindre des revendications des salariés, et d'autant plus ça permettra à ce que de façon collective on se mêle au mouvement dans la rue, et notamment le 22, j'ai fort espoir que ça arrive, mais il faut vraiment que les salariés se posent la question. Vous avez tous une lutte collective, même si on essaie de vous individualiser, c'est juste une vue d'esprit que l'employeur veut vous donner. Anne-Sophie, oui. Et donc on repart pour une autre émission dans quelques temps avec, on va dire, une phase de plus dans le processus non seulement de prise de conscience, mais au-delà, c'est-à-dire de convergence et de résolution à agir. Et donc, on se retrouve, quand est-ce qu'on avait dit ça ? 27 mars. 27 mars. Le 27 mars. Donc en plus, on pourra faire le bilan de la grosse journée du 22 mars. On fera le bilan du 22 mars, donc épisode numéro 2, le 27 mars. Et entre-temps, dans la rue, le 22 mars, mais aussi le 15, et le 1er mars. Mais aussi le 1er. Bref, on va être en grève, j'ai l'impression, tous les jours. Mais en tout cas, une chose est sûre, l'hiver macronien, ça suffit. Au printemps, maintenant. À bientôt. Salut.